Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un vrai paradoxe, qui coûte une fortune aux entreprises. Tout le monde sait que le changement est absolument vital, mais quasiment personne n'arrive à le mettre en place correctement. Alors la question, c'est pourquoi et surtout, comment on fait pour faire partie de la minorité qui réussit. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ah, et on commence direct avec le chiffre qui fait mal. 75%. C'est énorme. C'est la proportion des projets de changement en entreprise qui échouent, tout simplement. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est une réalité qui peut littéralement paralyser des organisations entières. On comprend tout de suite pourquoi c'est si crucial de bien s'y prendre. Du coup, la question est assez simple, mais la réponse l'est beaucoup moins. Pourquoi est-ce si compliqué? Qu'est-ce qui vient systématiquement bloquer toutes ces bonnes intentions? Pour le piger, il faut d'abord accepter une chose, la nature même du changement. Et voilà la première partie de notre réponse. Le changement, ce n'est pas juste un projet ponctuel, c'est une constante, une réalité de tous les jours. Et les organisations qui le voient comme un truc avec un début et une fin, elles partent déjà complètement sur la mauvaise voie. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on dit changement organisationnel? En gros, c'est une modification qui s'installe dans la durée, qui touche les rôles de chacun, les processus, les structures, tout le système. Et le but, il est toujours clair. Soit on veut devenir plus performant, soit on veut saisir une nouvelle opportunité, ou alors parfois il s'agit juste de survivre à une crise. Bon, maintenant qu'on est d'accord sur le fait que le changement est inévitable, on peut plonger dans le vif du sujet. Pourquoi ça coince? Les obstacles, en fait, ils ne sont pas que techniques. Ils sont profondément humains et même structurels. En réalité, la résistance au changement, elle se joue sur deux fronts. D'un côté, il y a ce que j'appellerais les murs invisibles de la culture d'entreprise. Les vieilles habitudes, les petits jeux de pouvoir et surtout le fameux « on a toujours fait comme ça ». Et de l'autre côté, il y a la résistance de chaque individu, quelque chose de très personnel face à l'inconnu, la peur de ne plus être à la hauteur, de perdre ses repères. Ok, on a assez parlé des problèmes, passons aux solutions. La recherche, heureusement, nous donne des principes vraiment clairs pour piloter le changement et cette fois, le réussir. Voici une sorte de feuille de route en 5 points essentiels. Ça commence toujours par un bon diagnostic. Ensuite, il faut une vision claire, mais surtout une vision qui donne envie. Le point crucial, le numéro 3, c'est de trouver des ambassadeurs, des gens qui vont relayer le message en interne. Après ça, il faut donner aux équipes les moyens d'agir, en les faisant participer, en les formant. Et enfin, pour que le changement s'installe pour de bon, il doit être intégré dans l'ADN même de l'entreprise. Pour bien piloter le changement, il faut savoir le décoder. Et c'est là que les modèles théoriques deviennent des outils vraiment puissants. Ils aident à mettre un nom sur ce qu'on vit et du coup à choisir la bonne stratégie. On va regarder les plus connus. On commence avec un très grand classique, le modèle de Lewin. L'image du glaçon est super parlante. D'abord, il faut dégeler ce qui existe, c'est-à-dire casser les vieilles habitudes. Ensuite, c'est la phase de mouvement, la transition vers les nouvelles façons de faire. Et à la fin, il faut absolument regeler, c'est-à-dire ancrer ces nouvelles habitudes très solidement pour qu'elles deviennent la nouvelle norme. On va un peu plus loin avec la matrice d'Arnold. C'est un outil de diagnostic redoutablement efficace. L'idée, c'est d'analyser le changement sur 2 axes tout simples. D'abord, son échelle. Est-ce un petit ajustement ou une transformation radicale? Et ensuite, l'environnement de l'entreprise. Est-ce qu'il est stable ou au contraire complètement turbulent? Et quand on croise ces 2 axes, on obtient 4 types de stratégies. Le changement émergent, qui est lent, organique. Le coup d'éclat, radical, souvent pour répondre à une crise. Le changement planifié, bien méthodique et structuré. Et enfin, l'approche Kaizen, cette philosophie d'amélioration continue par petites touches. Le simple fait de comprendre où l'on se situe, c'est déjà une grande partie du chemin. Et si on regardait le changement, non pas par sa forme, mais par sa philosophie? C'est ce que proposent De Calouet et Vermaak avec leur modèle des couleurs. C'est un outil très visuel, très pratique pour comprendre des croyances qui se cachent derrière une transformation. Le principe est simple, chaque couleur représente une philosophie du changement. Et attention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. Le vrai enjeu, c'est d'arriver à décoder la couleur dominante d'un projet, mais aussi sa propre couleur, pour mieux comprendre les dynamiques et surtout les blocages. Alors, la pensée bleue, c'est la couleur de la planification par excellence. On est dans une approche très rationnelle. On analyse, on définit des objectifs ultra précis, on établit un plan détaillé et on exécute. C'est vraiment la logique de l'ingénieur, du chef de projet. La devise, c'est « réfléchir avant d'agir ». Avec la pensée jaune, on change complètement de registre. Ici, le changement est vu comme un jeu de pouvoir, un processus politique. Le point crucial, c'est de comprendre les intérêts de chacun, de former des alliances, de négocier pour bâtir une coalition assez forte pour porter le projet. On est dans la recherche de compromis et de solutions gagnant-gagnant.
Et voici la pensée rouge, parfaitement résumée par l'image de la carotte et du bâton. Ici, le levier principal, c'est la motivation humaine. Le principe est simple, les gens changent de comportement si on les incite à le faire, que ce soit via des systèmes de récompense, de promotion ou même de sanctions. C'est le terrain de jeu des ressources humaines. Pour la pensée verte, le credo, c'est « changer, c'est apprendre ». La conviction profonde, c'est que les gens sont tout à fait capables de changer si on leur donne l'occasion d'apprendre, de développer de nouvelles compétences. On met donc l'accent sur la formation, le travail en équipe et sur la création d'une organisation apprenante. Et enfin, la pensée blanche. C'est peut-être la plus déroutante. Ici, le changement n'est pas piloté, il émerge de lui-même. C'est vu comme un processus permanent d'auto-organisation. Le rôle du management n'est plus de diriger, mais plutôt de créer les conditions pour que l'évolution se fasse, de retirer les freins et de laisser la dynamique interne faire son travail. Alors, la question finale, elle est pour chacun d'entre nous. Quelle est sa couleur de changement dominante et quelle est celle de son organisation? Savoir reconnaître ces couleurs et surtout voir où elles peuvent entrer en conflit, c'est peut-être bien la toute première étape pour enfin faire basculer ce fameux chiffre de 75% du côté de la réussite. Merci d'avoir suivi cette analyse.